Québec, c'est plus qu'une simple ville carte postale. Québec, un lieu où l'on tisse et maintient des liens avec les autres nations. Québec est une ville de relations, l'endroit où on échange, on conclut, on signe et on ratifie. Derrière ces cocktails, ces événements et ces inaugurations, grouille tout un monde d'influence diplomatique. Parmi les diplomates de Québec, 24 portent le titre de consul honoraire. Chacun d'eux représente un pays. Je suis consul depuis l'année 2000 et le gouvernement canadien a accepté ma nomination et accréditation en 2001. Mais quand même, j'ai commencé déjà à fonctionner avant même 2000, l'année 2000. Pourquoi j'ai accepté? C'est parce que, en tant que journaliste, humaniste, je suis toujours conscient que l'homme a des choses à faire dans sa vie, mais des fois, il faut vraiment s'intégrer au processus social et politique, économique. Donc, j'ai décidé d'être un acteur dans ce processus, accompagner les Boliviens et les Québécois dans cette démarche pour le mieux-être. On a eu la gentillesse aujourd'hui que le groupe, il y a eu l'initiative de préparer un mets bolivien. Parce qu'ils connaissaient aussi mes façons d'agir. J'étais préoccupé pour les relations institutionnelles entre les pays, surtout avec les personnes. Je vais vous présenter un compatriote. Je suis devenue consul honoraire d'Islande parce que l'Islande voulait participer jusqu'à un certain point au 400e anniversaire de Québec. Alors, on est en 2005 et l'ambassadeur islandais de l'époque, Marcus Antonsson, avait fait certaines recherches, avait demandé certaines références et mon nom est apparu sur sa liste. J'ai fait certaines recherches pour savoir ce qui se passait en Islande, ce que ça faisait un consul honoraire aussi. Et j'ai envoyé une candidature et c'est moi qui ai été retenue finalement. Je suis allée une semaine en Islande à ce moment-là pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, peut-être une semaine islandaise dans le cadre du 400e de Québec. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'avais fait beaucoup de recherches, de lecture. J'ai rencontré des gens de théâtre, des gens de musée, des gens de gastronomie. Et on élaborait un projet, justement, de semaine islandaise. Et 2008 est arrivé avec le crash économique et financier, avec aussi le crash de l'industrie de l'aluminium à l'époque. Parce qu'on avait Alcoa qui était commanditaire d'un projet de Place de l'Islande. Alors, ça a été surtout pour ça qu'il y a eu l'ouverture d'un poste de consul honoraire à Québec à ce moment-là. La nomination ne vient pas tout seul. Il y a, disons, c'est le résultat de votre façon d'être. Et moi, depuis que je suis au Québec, j'ai toujours été en contact avec la presse bolivienne. J'ai fait des reportages sur le référendum, sur la musique, la culture, etc. Donc j'étais toujours en contact avec la Bolivie. Et avant notre arrivée au Canada, au Québec, j'étais pas mal connu parce que j'ai travaillé dans les médias d'information. Et donc, quand on a décidé d'avoir des représentants en Amérique du Nord, parce qu'on n'avait pas assez de représentants, donc j'étais approché, j'étais invité. Et évidemment, je ne pouvais pas y accepter immédiatement parce que j'étais engagé ici. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'avais la famille, il fallait s'installer. Mais ce n'est qu'après, dans les années plus tard, 90, c'est là que j'ai commencé à songer à la possibilité de travailler vraiment de façon beaucoup plus officielle. Parce qu'on ne peut pas faire des projets, par exemple, si on n'a pas la reconnaissance officielle ici et là-bas. Et c'est comme ça que j'ai accepté
intervenir en tant que consul honoraire parce que je ne voulais pas non plus faire partie d'un système gouvernemental en tant qu'employé ou salarié d'un gouvernement. L'État plurinational de Bolivie est un pays complètement enclavé et sans accès à la mer, bordé par le Pérou, le Chili, le Brésil et le Paraguay. Bien que le siège du gouvernement soit à La Paz et que l'on considère cette ville comme la capitale du pays, la capitale constitutionnelle de la Bolivie est officiellement Sucre. L'espagnol est la langue la plus parlée dans le pays, soit par les 2 tiers des Boliviens, mais la Constitution reconnaît 36 langues officielles, en plus de l'espagnol. La protection de l'environnement est primordiale pour la Bolivie. C'est d'ailleurs l'un des 15 pays les plus riches au monde au niveau de sa biodiversité. En 2010, le gouvernement bolivien adopte une loi historique sur les droits de la terre nourricière et met en place un système de production durable où sa gestion y intègre les peuples autochtones, les communautés paysannes et les petits producteurs. On se pose la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux être consul honoraire d'un pays que je ne connais pas? Comme pour n'importe quoi, on va faire une recherche, on va le découvrir, on va s'informer. Moi, j'ai beaucoup lu sur l'Islande et j'ai beaucoup visité quand je suis allée la première fois. Donc, la question de la connaissance de l'Islande n'était pas un problème en soi. C'était plus la question, qu'est-ce que ça fait un consul honoraire? La mission est d'aider les ressortissants islandais. À Québec, il n'y en a pas. Donc, c'est plus une question de contribuer à la relation entre le Québec jusqu'à un certain point, parce qu'on participe à certaines activités de représentants islandais. Le président islandais est venu, les différents ambassadeurs sont venus rencontrer des ministres et le premier ministre, élaborer des projets, participer à des congrès sur la nordicité. Donc, c'est plus d'aider, faciliter ces relations-là. Et comme il y a beaucoup de similitudes entre l'Islande et le Québec, au niveau de l'énergie, au niveau de la pêche, au niveau du tourisme, le développement économique est basé beaucoup sur des industries semblables. Il y a un certain rôle facilitant qui peut être fait. Je me suis toujours intéressé à la situation, l'histoire, connaître les Québécois, sa façon de penser, et connaître vraiment ses aspirations, etc., sont des choses qui m'ont aidé vraiment à m'intégrer. Dans un moment donné, on fait partie de la pensée, de la musique, on écoute la musique, on connaît les plus importants compositeurs, les poètes comme Gilles Vigneault, Leclerc, etc. Donc après, on finit pour faire partie de cette société. On se sent influencé par cette société. Et c'est bien parce que c'est une autre fenêtre sur le monde. Moi, je dirais que je passe plus de temps à suivre l'actualité islandaise. Je suis abonnée à 2 quotidiens anglophones faits à Reykjavik pour avoir l'information. J'ai une infolette, j'ai plein de trucs. Le gouvernement islandais nous envoie tous les discours qui sont faits à travers le monde par les principaux ministres. Ça me permet de savoir sur quel tableau se joue l'organisation islandaise, si on veut, le futur, les préoccupations islandaises. Et à ce moment-là, en suivant l'actualité d'ici ou en allant à des journées d'information du gouvernement, ça me permet de faire le lien, évidemment, puis de dire à l'ambassadeur qui, lui, verra à qui il va partager ça, quel intérêt je peux y voir, moi, comme citoyenne québécoise, finalement. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le Québec et l'Islande sur tel sujet ou telle industrie ou tel sujet politique? Tout au nord de l'océan Atlantique, on retrouve la République d'Islande.
L'Islande est un pays insulaire nordique au paysage spectaculaire, composé de volcans, geysers, sources chaudes et champs de lave. Le pays est peu populeux. À peine 350 000 personnes se partagent le territoire de 102 775 km². Les Islandais sont essentiellement concentrés dans la capitale, Reykjavik. L'économie islandaise est en partie dépendante de ses ressources naturelles renouvelables et des industries qui y sont associées, comme la pêche en eau profonde, l'hydroélectricité, l'énergie géothermique et l'agriculture. Le pays est considéré comme l'un des plus développés au monde, d'après l'indice de développement humain. On retrouve très peu de ressortissants islandais au Québec. Au Canada, la diaspora est surtout concentrée au Manitoba. Ma mission est assez large et concise en même temps. Et je dois représenter un pays, la Bolivie. Je dois représenter les Boliviens par l'entremise du gouvernement. Je dois appuyer toute démarche gouvernementale dans les affaires internationales, dans la relation économique, culturelle, sociale, etc. Et en tant que résident, j'ai fait la contrepartie. Je parle de Québec, je parle du Canada, en Bolivie, en Amérique latine, et j'ai fait connaître aussi les inquiétudes sociopolitiques, économiques d'Amérique du Nord, Canada, Québec, évidemment. On met l'emphase sur Québec et Canada. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Comment va? Bien, bien. Ici, le docteur Thiviers, c'est le maître Carole Robitaille. Bonjour. Ça va? Oui, content de vous voir. C'est sa madame et sa fille, non, Nathalie. Non? Docteur Thiviers, Nathalie, ça va bien? Ça me fait plaisir de vous voir. J'ai déjà travaillé au niveau international pour les universités. On a fondé dans les années 79-80, l'Organisation universitaire interaméricaine, avec laquelle on a fait un travail incroyable. On a fait participer toutes les universités du Québec au niveau international. L'organisme est encore en place et donc on a si vous voulez, exporté par exemple les savoir-faire québécois en matière d'éducation dans d'autres pays. Il y a eu des projets avec le Pérou, la Bolivie, échange de professeurs étudiants. Donc les consuls doivent suivre un mandat. Protéger, par exemple, les ressortissants boliviens, répondre à ses besoins au niveau documental, documents qui doivent être renouvelés, passeport, certificat de naissance, etc. Et en plus, il y a la question de s'occuper des gens qui ont la difficulté en principe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive et peut être capable de s'installer, de s'organiser, etc. Donc on est un point de repère par certains Boliviens ou Latino-Américains qui ont besoin d'appui. Quand j'ai été nommée, la mission qu'on me confiait, au-delà de celle qui est décrite dans la Convention de Vienne pour tous les membres d'un corps diplomatique, c'était vraiment d'élaborer et d'organiser la participation de l'Islande au 400e anniversaire de la Ville de Québec. Par la suite, évidemment, ça fait quand même 10 ans, c'est passé, ça a été de supporter l'ambassadeur dans ses relations avec Québec. Ça a été de donner des idées, ça a été de surveiller. Quand il y a eu, par exemple, l'attentat à la Grande Mosquée, l'ambassadeur a téléphoné pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, parce que l'Islande voulait savoir, le gouvernement islandais voulait savoir ça représentait quoi à Québec exactement, cet attentat-là. Alors moi, je faisais un peu... Puis comme ces gens-là ne sont pas très francophones, ne parlent pas beaucoup français, je les aide à mieux comprendre en traduisant des articles de journaux, en faisant une recherche sur la couverture médiatique de certains événements pour les mettre à jour sur ce qui se passe ici.
l'importance de n'importe quel fonctionnaire, n'importe quel représentant des pays, ça dépend beaucoup de l'intérêt des deux pays concernés. Alors, s'il y a des pays qui sont intéressés à développer des relations culturelles, et si les pays que nous reçoivent ont les mêmes intérêts, donc là, on peut vraiment faire des projets, échanges d'étudiants, professeurs, programmes, faire des congrès, etc. Si on est dans le secteur commercial, c'est la même affaire. Et dans les échanges de sciences et technologies, ça peut être la même affaire. Donc, ça prend que l'intérêt d'un pays puisse être à peu près dans la même lignée que l'autre pays. Et c'est là que nous, on peut intervenir. Mais nous, on est à un niveau, et donc on travaille à ce niveau. Mais il y a des ambassadeurs qui sont à notre niveau, et on parle de relations bilatérales, multilatérales et de relations interinstitutionnelles. Nous, on peut intervenir dans tous les secteurs. Ça dépend des mandats de chaque consul et ça dépend aussi de ce qu'on fait dans les moments. Il y a beaucoup de sujets communs entre les Islandais et les Québécois. D'abord, c'est des petits peuples. Les Islandais sont évidemment beaucoup moins nombreux que les Québécois, mais on est toujours surpris de voir la qualité des gens, des Québécois qui sont forts en musique, qui percent sur les scènes internationales. C'est la même chose en Islande, malgré qu'ils soient vraiment pas beaucoup. Il y a on pense à une Björk ou à d'autres qui... Bon, alors, au point de vue des industries, on partage ensemble beaucoup d'intérêts, beaucoup de connaissances, beaucoup de recherches sur la génomique, sur l'énergie. Là-bas, c'est beaucoup la géothermie. Ils développent aussi l'hydroélectricité. Ils en ont énormément. Les grandes alumineries de la planète se sont installées là-bas à cause justement de la disponibilité de l'hydroélectricité. Il y a des barrages qui ont été faits pour aider les alumineries. La pêche est un sujet que nous partageons beaucoup, qu'on a beaucoup en commun, qu'on a beaucoup aussi avec les îles britanniques. C'est entre les deux. Et il y a des choses qui se font sur les élevages de poissons, sur la baisse des ressources halieutiques aussi. C'est des choses qu'on partage. Et même si ça ne passe pas par le consulat honoraire ou même par l'ambassade, il y a des gens qui vont d'Hydro-Québec qui vont aller là-bas et la même chose des Islandais qui vont venir ici. Il y a au niveau des pêches, la même chose. Tant qu'à faire du bénévolat, faire un bénévolat qui m'amène à m'intéresser davantage aux relations internationales, à ce qui se passe sur la planète, les relations que l'Islande entretient avec l'Union européenne, par exemple, avec d'autres pays. Ils ont eu des trucs avec des promoteurs chinois qui voulaient acheter des terrains pour construire des grandes affaires, la chicane que ça a créé, tout ça. Je trouve que c'est excessivement... Il y a comme une motivation à suivre ce qui se passe sur la planète. Mon espoir, ce serait que les relations Québec-Bolivie, Canada et Bolivie se développent de plus en plus et qu'on tienne compte des efforts. D'ailleurs, le Canada a beaucoup favorisé les projets de développement en Bolivie à cause de la volonté de la population de se prendre en main. Et c'est d'ailleurs dans les rapports de l'ex-agence canadienne de développement international qu'on disait, on a constaté que le peuple bolivien était très conscient de ses besoins, de sa situation, et en conséquence, ils ont décidé à se prendre en main. Alors le gouvernement canadien va prioriser la coopération bilatérale et multilatérale avec la Bolivie. Et c'est ce qui s'est passé. Au-delà de la relation Islande-Québec, le fait d'être la représentante de l'Islande à Québec fait en sorte que ça m'interpelle davantage et ça m'intéresse, ça m'amène à m'intéresser. Assez que j'ai fait un cours sur l'histoire de l'Union européenne, les politiques du Québec, du Canada, pour mieux les comprendre et apprécier davantage la relation qui existe entre les deux et voir
comment je peux participer finalement à cette relation-là ou au développement de certains événements islandais à Québec. Nous, on travaille beaucoup, surtout avec les collèges, les universités, pour faire connaître le pays. Et des fois, on est invité à parler de la musique, la culture, la littérature, etc. Donc, c'est important que l'association des consuls s'implique dans la société. Et l'association a fait beaucoup de démarches auprès de différentes organisations de la région de Québec pour que les consuls honoraires soient reconnus, puissent être invités quand il y a des sessions d'information ou même pour faire des contacts, si on veut. L'Association des consuls honoraires de la région de Québec est fondée en 1998 par les consuls honoraires du Mexique, du Chili et de la Bolivie de l'époque. Au départ, l'association est conçue pour maintenir un lien entre tous les consuls honoraires qui représentent 24 pays différents dans la ville de Québec. L'association s'est aussi donné comme mandat de promouvoir le rôle et les fonctions de consul honoraire auprès de la communauté de Québec, comme les élus municipaux et les gens d'affaires. À un autre niveau, les consuls entretiennent aussi des relations avec les autorités gouvernementales et paragouvernementales du Québec. Encore aujourd'hui, le regroupement s'affaire à promouvoir l'entraide entre les consuls en poste et à organiser des activités visant à faire connaître leurs pays respectifs afin d'améliorer les relations et les échanges à caractère social, politique, économique et culturel. L'association est sans but lucratif et opère sur une base bénévole. C'est aussi notre implication, mon implication au Québec. On a été un des acteurs importants pour la création de la place d'Amérique latine. Quand on a contribué à l'installation, faire venir le monument de Simón Bolívar, d'abord, qui avait été installé en arrière du palais de justice. Et le projet original, c'était de l'installer devant le palais de justice. Mais par des raisons politiques de l'époque, on avait décidé de le garder d'abord dans un entrepôt et plus tard, il a été ressorti, mais on l'a mis en arrière où il n'y avait rien. Et maintenant, il est devenu un parc. Et en l'année 2010, on a fait venir un autre monument. On a fait placer le monument d'une femme. Et c'est la seule femme d'Amérique latine qui est dans le parc d'Amérique latine de Québec. Il s'appelle Juana Azurduy de Padilla. C'est une femme qui a participé à la libération, pas seulement de la Bolivie, il a participé à la guerre de libération de l'Argentine, du Pérou, Équateur, etc. C'est une femme un peu comme Jeanne d'Arc, qui a été la commandante en chef des armées, et aujourd'hui même on la reconnaît officiellement comme la générale commandante en chef des armées argentines et boliviennes. Et donc, son monument est au Parc de l'Amérique latine. Donc, le Parc de l'Amérique latine était un de nos actifs. On a été vraiment partenaire de ce projet. Et donc, c'est une des fiertés, une chose concrète parmi d'autres, évidemment. Dans le cadre des projets que l'Islande avait pour la 400e de Québec, il y avait une place de l'Islande que j'avais élaborée avec la Commission de la capitale nationale de Nianger, entre autres, la Société des traversiers de Québec et quelques autres partenaires, dont Alcoa, pour que on fasse une place à l'entrée de la gare maritime qui exposerait un monument qu'on devait faire un hommage à Leifur Eriksson, qui est le fils d'Éric le Rouge et qui est réputé, selon certaines sagas, qui sont des livres d'histoire islandaise, être venu peut-être en l'an 1000, 1001, même passer un hiver à l'île d'Orléans, à Québec. Parce que dans ces histoires-là, on raconte qu'il c'est un explorateur très connu. Il serait venu sur une île où il y avait beaucoup de vignes et qui précédait un grand cap. Alors, certains ont pensé que c'était l'île d'Orléans avec le Cap Diamant. Même s'il n'y a pas eu énormément de recherches, on n'a pas trouvé d'artefacts, donc c'est pas officiel. Donc,
Leifur Erickson a beaucoup exploré tout le Labrador, Terre-Neuve, a été un des premiers explorateurs bien avant Christophe Colomb, bien avant Jacques Cartier, Samuel de Champlain, à explorer le golfe Saint-Laurent, même le fleuve Saint-Laurent. Donc, on voulait rendre un hommage, on voulait souligner ces voyages-là en créant une place de l'Islande à l'entrée de la gare maritime, donc un hommage à Leifur Erickson. On a fait venir le moule de bronze qui existe à Keflavik, à l'aéroport de Reykjavik. On l'a envoyé à la fonderie d'Inverness. Et là, on est en 2007, parce qu'on voulait le faire pour 2008. On l'a envoyé là-bas, ils ont coulé le bronze, ils l'ont gardé. Et là, bien, comme il y a eu le crash économique et tout ça, ça ne s'est pas fait. À quelques reprises, j'ai essayé de relancer l'affaire et finalement, ça a marché. En 2014-2015, on a inauguré cette place-là et cette statue-là en mai 2015, toujours avec les mêmes partenaires, la Commission de la capitale nationale, la Société des traversiers, Alcoa, Icelandair et compagnie de transport maritime aussi. C'est probablement la chose dont je suis la plus fière parce que c'est la chose qui paraît, même si je n'ai pas l'ambition de laisser ma marque. C'en est une. Je suis fier vraiment de représenter mon pays et travailler en harmonie en faisant écho des intérêts du gouvernement québécois canadien. Et ça, c'est une certaine fierté, parce qu'on les met en évidence. Hein? Et quand on fait des rapports, par exemple, on dit bon, le gouvernement québécois ou canadien est intéressé à développer les ressources minières. Donc ça va dans la même orientation du gouvernement bolivien. Voilà une occasion. Et des fois, on a des répercussions immédiates. L'éducation, c'est la même affaire. L'Université Laval est intéressée à recevoir de plus en plus de la coopération au niveau médical. Alors, ils sont intéressés pour la médecine tropicale. Alors, Bolivie, qui est intéressée à développer ça, il développe ça, il y a certaines expériences. Donc, on essaye d'être la courroie de transmission pour établir des contacts. Et seulement ouvrir des contacts, c'est déjà beaucoup. Dans le prochain épisode des Consuls honoraires, il y a une communauté anglaise à Québec qui est très petite, mais très fort et très solide. J'ai appris aussi à être plus vigilante sur les impressions que les gens peuvent avoir quand ils rencontrent des Africains.